L'histoire commence sur un champ de bataille où des soldats sont en mission pour sauver un docteur. Mais ils ont été piégés et trahis par leur informateur. Les ennemis étaient beaucoup plus nombreux qu'eux et les ont donc capturés. Mais alors qu'ils étaient dans une situation compliquée, un homme arrive et demande si c'est bien lui le commandant. Il est choqué qu'il parle sa langue, en l'occurrence le coréen, et il lui demande qui il est. L'homme masqué répond simplement qu'il est là pour les sauver. Et quand il s'enfuit, il voit tous leurs ennemis au sol. Il se demande où est son équipe, car il n'aurait jamais pu vaincre tous ces hommes en étant tout seul. Mais l'homme masqué continue de dire qu'il n'y a que lui. Des ennemis arrivent, mais l'homme masqué arrive à les neutraliser seul. Il se déplace très rapidement et prend énormément de risques. Le commandant comprend alors que cet homme masqué n'est pas un soldat mais un mercenaire. Alors que la mission était finie, ils se font bombarder et le masque du mercenaire tombe. Le commandant est choqué de découvrir que c'est un gamin. Et malgré qu'ils viennent de se faire bombarder, ils continuent de combattre leurs ennemis. L'histoire reprend 6 mois plus tard, dans un lycée, en Corée du Sud, où un nouvel élève est présenté à la classe, Hae-jin Yu. Pendant que les autres élèves parlent d'une nouvelle élève qui est arrivée, la petite sœur d'Hae-jin, nommée Daeyeon, dit qu'elle pensait qu'il était mort lors d'un accident avec ses parents. Mais au final, elle l'a rencontré 10 ans plus tard. Sauf qu'en même temps, des autres filles arrivent vers Daeyeon et lui disent de lui donner sa tenue de sport. Et elle commence à la harceler et même la taper. Les autres élèves à côté agissent comme si rien ne se passait. Du côté d'Hae-jin, les embrouilles commencent aussi dès qu'il va s'asseoir parce que quelqu'un essaye de le faire tomber. Il se souvient de son commandant dans son autre pays qui lui dit d'éviter les bagarres une fois arrivé en Corée. Hae-jin répond naïvement en tant que bon mercenaire qu'il n'est pas un débutant, il va pas risquer de mourir alors qu'il ne connaît même pas la situation dans ce pays. Sauf que son commandant lui dit que c'est pas pour ça qu'il a peur, mais pour ses adversaires. Et sinon, les cours commencent pour Hae-jin, qui a des souvenirs de la guerre et se dit que ce pays est bien paisible. À la fin des cours, il attend sa sœur pour rentrer avec elle chez leur grand-père avec qui ils vivent. Sur le chemin du retour, il rencontre une des harceleuses de Daeyeon qui se moque d'elle avec un autre gars. Sauf que, croyez-moi, il sait vraiment pas à qui fait face. Hae-jin tente de l'ignorer, comme l'a conseillé son commandant et sa sœur s'excuse, mais voyant le visage de Daeyeon, il n'arrive pas à se retenir et massacre le gars en face. Le deuxième arrive et finit aussi au sol en un seul coup. Sa sœur et la fille qui harcelait sont choquées, mais Hae-jin change aussitôt de comportement. Il vient d'exploser des gars, mais la seconde d'après, il est tout sourire. À la maison, Hae-jin est aussi l'homme parfait qui sourit tout le temps, fait la vaisselle, etc. Il est vraiment heureux d'être avec sa famille. Pendant qu'il dormait, il a aussi rêvé de sa famille, mais là, c'était lors d'un crash d'un avion. Cette scène-là, c'était évidemment ce qui lui était arrivé étant enfant. Il se réveille alors en sursaut, mais finalement, il est tranquille. Il se souvient qu'il est dans un pays paisible avec sa famille autour de lui. Un peu plus tard, il voit même que sa sœur lui a préparé le petit déjeuner et elle lui a dit qu'elle doit partir plus tôt à l'école. Et justement, à l'école, on revoit la fille de la veille qui raconte tout à Huijin, la chef du groupe des harceleuses. Mais que son grand frère soit fort à la bagarre, crois-moi, ça va vraiment pas l'arrêter. Directement, Huijin va voir Daeyeon et lui dit de la suivre. Elle commence ensuite à la taper. Huijin dit à Daeyeon que ça va mal se passer pour son frère car elle a elle aussi appelé son grand frère. Et apparemment, son grand frère, il est vraiment fort et il fait peur à tout le monde. Justement, on voit un groupe de gars qui arrivent dans la classe d'Hae-jin. Daeyeon se dépêche d'aller dans sa classe pour le prévenir, sauf qu'elle arrive avec ses habits tout sales et du sang sur le visage. Au même moment, on a justement un flashback d'un de ses camarades d'Hae-jin qui faisait connaissance avec lui. Et quand il apprend que sa sœur est Daeyeon, il lui explique tout. Il lui dit qu'elle était assez populaire au collège, mais que depuis un moment, Huijin est devenue jalouse d'elle et a commencé à la harceler. Et comme son grand frère est Gisu, un mec très violent, personne ne fait rien. On est maintenant de retour au moment où Gisu arrive face à Hae-jin. Il envoie d'abord sa bande, mais Hae-jin est totalement calme. Il dit à sa sœur en pleurs qu'elle n'a pas à s'excuser. C'est elle la victime dans l'histoire et il va régler ça très rapidement. Les 3 gars commencent à l'attaquer, mais aucun ne parvient à le toucher. Sans aucun effort, il les détruit et les met tous au sol. Pendant ce temps-là, Gisu regarde ses potes se faire massacrer. Il se demande si ce mec est vraiment humain. Et toute la classe est choquée. Tout le monde regarde la scène sans rien dire. Gisu l'attaque alors avec 2 coups de pied qui sont tous les 2 bloqués par Hae-jin sans à peine bouger. Il lui met ensuite un gros coup de poing dans la figure et une fois au sol, il l'enchaîne avec un coup de pied et l'assomme. Hae-jin commence alors à se diriger vers les filles, mais sa sœur l'arrête. Hae-jin lui dit qu'il sait qu'elle se fait harceler et qu'elle vienne de la taper, mais sa sœur lui dit que tout est réglé maintenant. Il la raccompagne alors tranquillement dans sa classe et tout le monde est complètement bouche bée dans la salle.
Daeyeon lui dit qu'il se bat vraiment bien et Hae-jin repense à son ancien travail. Il se souvient du pays en guerre et dit que là-bas, tout le monde ne pensait qu'à soi-même. Mais quand il s'agissait de leur famille, tout le monde avait un comportement complètement différent. Hae-jin, qui n'avait jamais ressenti ce genre de choses, commence enfin à comprendre ces gens-là, vu qu'il a maintenant une famille. Dans une autre salle, on retrouve Gi-soo et sa sœur. Il s'énerve et se crie dessus et sa sœur lui dit... Il commence à s'embrouiller, sa sœur lui crie dessus, mais Gi-soo lui dit de ne plus jamais aller vers Daeyeon. Il est totalement effrayé par Hae-jin. Sauf que du côté de Huijin, impossible. Elle ne compte pas arrêter maintenant son harcèlement envers Daeyeon. Le lendemain, alors que Daeyeon allait à l'école, elle se fait attraper par un groupe de filles masquées. Elle comprend assez vite que c'est Huijin et ses copines. Elle l'emmène à un karaoké et en profite pour la taper là-bas. Avec les bruits de la musique, personne n'entend. À la fin, l'employé vient voir la salle et découvre Daeyeon au sol ensanglanté. Mais elle dit qu'elle va bien et rentre directement chez elle. Hae-jin, quant à lui, l'attend à la fin des cours mais ne la trouve pas. Quand il rentre à la maison, il voit ses chaussures donc remarque qu'elle est là. Mais il se pose des questions. En effet, elle dit qu'elle a une simple fièvre, mais plutôt, Hae-jin a vu du sang sur ses chaussures. Au final, il entre dans sa chambre et elle lui dit qu'elle est tombée dans les escaliers après s'être fait percuter par un vélo. Elle ne veut rien dire. Surtout que ses agresseurs étaient masqués et que la famille de Huijin est assez puissante. Mais Hae-jin n'est pas bête. Il sort directement de chez lui et se dirige vers une boîte de nuit. Dans cette boîte de nuit, on voit Gi-soo et sa bande et ils se disent qu'ils vont se venger d'Hae-jin. Et on connaît les voyous, ils comptent pas faire ça à la loyale. Gi-soo a en même temps un appel de sa sœur qui lui dit qu'elle s'est elle aussi vengée de Daeyeon dans la journée et au même moment, Hae-jin arrive dans la boîte de nuit. Le timing est parfait. On sait pas comment il les a retrouvés, mais c'est pas le problème. Pour le moment, ils ont autre chose de plus important à régler. Tous les potes de Gi-soo commencent à attaquer Hae-jin et utilisent même des armes. Mais Hae-jin parvient à tous les esquiver et les assomme un par un. Il réussit à analyser toute la situation et faire une stratégie en même temps qu'il l'attaquait. Désormais, c'est au tour de Gi-soo et Hae-jin lui dit de faire attention. Il l'étrangle et lui dit que c'est son dernier avertissement. Il ajoute aussi de faire attention à Huijin parce que si elle touche Daeyeon encore une fois, c'est Gi-soo qui paiera les conséquences. Huijin va voir son frère juste après et elle lui crie dessus. Sauf que Gi-soo dit à sa sœur que si elle touche encore une fois Daeyeon, c'est lui qui s'occupera d'elle. Déjà qu'avant il était bien effrayé par Hae-jin, mais maintenant c'est bien plus pire. Plus tard, on voit justement Gi-soo à l'hôpital avec Huijin et leurs parents. Huijin leur a dit qu'ils se sont fait agresser par un lycéen, mais leurs parents ne veulent pas laisser le lycée s'en occuper. Ils vont donc contacter des mafieux avec qui ils travaillent. Et ils demandent aux mafieux de s'occuper personnellement de celui qui a tapé leur enfant, en l'occurrence Hae-jin. Ouais, la solution elle est peut-être un peu abusée, mais bon, c'est ça quand t'es puissant. Les mafieux vont jusqu'à chez son grand-père, mais Hae-jin comprend que la situation est assez étrange. Il les suit donc sans rien dire. Il avait pas envie de causer de tort à sa famille. Arrivé chez les mafieux, leur boss dit directement qu'il va appeler la famille de Gi-soo pour leur dire que c'est réglé. Il savait qu'il allait pas avoir de mal à tabasser un lycéen, sauf qu'il remarque que bizarrement, Hae-jin n'est pas du tout apeuré. Les deux sous-fifres attaquent Hae-jin avec une batte, mais il les contre. Il se protège facilement et arrive même à les mettre au sol très rapidement. Le boss est choqué et il dit que Hae-jin c'est certainement pas un simple lycéen. Toujours étonné par son niveau, il se prépare à l'affronter. Il arrive à esquiver les coups et voit en même temps que Hae-jin analyse parfaitement le combat. Il parvient à se protéger et contre-attaquer. Lorsque Hae-jin se met à l'attaque, le boss des mafieux n'arrive pas à se protéger et tombe. Et avec ces deux combattants expérimentés, le combat a duré une fraction de seconde. Mais Hae-jin était juste trop puissant. Le mafieux dit que ce petit est très expérimenté et qu'il a dû beaucoup travailler pour en arriver jusque-là. Même pour lui, qui est un mafieux reconnu, il sait que s'attaquer à lui, c'est une très mauvaise idée. Justement, on voit les parents de Huijin qui attendent les nouvelles du boss mafieux, et quand il les appelle, le père s'excuse auprès du mafieux de lui avoir demandé de s'occuper d'un simple lycéen. Sauf que le boss de la mafia répond que c'est plutôt lui qui doit s'excuser pour le coup. Parce que, ouais, il a pas réussi à accomplir sa mission. Là, le père commence à remarquer que quelque chose va pas. Il est complètement choqué, étant donné que le boss est un combattant réputé dans le monde de la mafia. Sauf qu'au même moment, les parents entendent du bruit près de leur localisation. Et la grosse dinguerie, on voit tous les gardes assommés. C'est bien sûr Hae-jin qui est arrivé jusqu'à chez eux. Le boss de la mafia de son côté pense même à prendre sa retraite. Il s'est quand même fait tabasser par un petit lycéen. Une fois en face des parents, ils sont complètement sous le choc. Il demande à Hae-jin comment il est arrivé jusque là, comment il les a trouvés, où est-ce qu'ils habitaient et comment il a maîtrisé tous ses gardes.
Mais la mère n'en a rien à faire, parce que maintenant, il a agressé ses enfants, les garde et il est entré par effraction chez le député. Donc elle appelle la police pour enfin régler cette affaire. Et pendant l'appel, Aijin sort son téléphone et il montre une vidéo. Il avait prévu toute cette situation. Sur la vidéo, on voit Huijin qui tabasse sa petite sœur avec son groupe de potes. En effet, il allait récupérer les vidéos des caméras de surveillance et a des preuves. Il a aussi des vidéos de Gisu qui tape d'autres élèves du lycée. Et il a encore plein d'autres trucs pour se défendre. En gros, la mère ferait mieux d'éviter d'appeler la police tout de suite. Il leur dit que tout comme eux qui ont engagé des mafieux pour protéger leurs enfants, lui a protégé sa sœur. Le père propose alors à Aijin de payer les soins de sa sœur et un dédommagement, mais il dit qu'il n'en a pas besoin. La seule chose qu'il veut, c'est que sa sœur ne revoie plus jamais ses enfants. Le père dit alors qu'il les enverra étudier à l'étranger. Aijin ajoute qu'il ne veut plus les voir dès demain. Puis il rentre tranquillement à la maison comme si de rien n'était. Il dit même à Daeyeon qu'elle ne doit plus s'inquiéter, désormais elle ne tombera plus dans les escaliers. Daeyeon ne sait même pas quoi répondre quand elle apprend qu'ils partent à l'étranger le lendemain et que son frère savait tout. Mais attendez parce que c'est pas fini, avant de partir, Huijin ne comptait pas laisser Daeyeon s'en sortir aussi facilement. Donc elle s'est réunie avec toutes ses amies et dès qu'elles étaient toutes ensemble, Aijin rentre dans la pièce avec un masque. Il leur dit que c'est bien qu'elles soient toutes là, toutes les filles qui ont agressé sa sœur au même endroit. À la télé, un peu plus tard, une vidéo d'agression de lycéens est publiée. Et sur la vidéo, c'est bien les enfants du député qui sont affichés. Le mafieux va en même temps voir Aijin et lui dit qu'ils avaient un accord avec le député, mais Aijin se dit qu'il ne pouvait pas régler cette affaire publiquement. Il a donc dû patienter pour pouvoir faire passer ça discrètement, et ensuite il dit au mafieux qu'il a juste un mauvais caractère. Il ajoute aussi que le député sera maintenant trop occupé pour s'occuper de lui, et à la télé, des preuves sont sorties sur le député qui a blanchi de l'argent et a manipulé les élections. C'était bien évidemment Aijin qui avait volé les documents du boss de la mafia qu'il avait battu la veille. À l'école, Daeyeon est maintenant tranquille et dit à Aijin d'en profiter un peu pour s'amuser avec ses amis. Il discute un peu avec Yongshan qui lui propose de se voir après les cours. D'autres camarades viennent aussi lui parler maintenant que tout le monde sait qu'il a battu Gisu 2 fois. Au même moment, de nouveaux élèves arrivent dans la classe. Yoona Shin, la petite fille du PDG de SW, la plus grande entreprise du pays, et avec elle, Seokju Go. Ils ont été élevés ensemble depuis leur enfance et Seokju est son garde du corps. Yoona est directement intriguée par Aijin car il n'était pas sur la liste qu'elle avait reçue, et même quand elle l'a regardé, Aijin l'a complètement ignoré. Après avoir reçu les informations sur Aijin, Yoona et Seokju se posent des questions. Est-il vraiment le frère de Daeyeon ? Et pourquoi est-il seulement de retour une semaine juste avant qu'il vienne ? Ils se disent donc qu'ils doivent enquêter sur Aijin. Mais Aijin, de son côté, il profite simplement avec ses amis au cybercafé et avec sa famille à la maison. Il a de temps en temps des flashbacks de son ancienne vie de mercenaire lorsque son commandant l'appelle par exemple. Au lycée, les potes d'Aijin se demandent qui gagnerait entre Aijin et Seokju s'ils se battaient. Mais ils disent que Seokju est beaucoup trop fort. Il a eu un entraînement professionnel depuis sa naissance. Il a même déjà maîtrisé 30 personnes d'un seul coup et en est ressorti sans la moindre égratignure. D'ailleurs, on voit en parallèle Seokju qui rencontre Aijin. Il lui demande directement qui il est vraiment. Mais Aijin répond qu'il ne comprend pas sa question. Seokju veut savoir pourquoi il est là avec une fausse identité. Mais Aijin nie et dit qu'il ne voit pas de quoi il veut parler. Seokju lui demande alors pourquoi le lycée dans lequel il est censé avoir étudié les années passées n'a jamais entendu parler de lui. Et de l'autre côté, on voit Yoona qui allait rencontrer Daeyeon. Yoona va justement dire à Daeyeon qu'elle est dans la classe de son frère. Elle lui demande comment c'est possible car elle pensait qu'il n'avait plus de famille. Daeyeon répond qu'elle croyait aussi qu'il était mort, mais elle a appris il y a 6 mois avec son grand-père qu'il est toujours vivant. Yoona lui demande alors pourquoi il ne les a pas contactés plus tôt, et Daeyeon répond qu'il avait perdu la mémoire après l'accident. Il ne l'a retrouvée que récemment. Sauf que Yoona lui demande sans hésiter si elle est sûre que Aijin est vraiment son grand frère. Daeyeon lui dit que son grand-père l'a reconnu et qu'ils ont fait un test ADN. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle veut savoir tout ça ? De l'autre côté, Aijin et Seokju sont toujours face à face. Aijin lui demande pourquoi il enquête sur lui, et surtout il veut des preuves tout en gardant son sang-froid. Seokju commence même à douter face à l'attitude d'Aijin, mais il reste persuadé qu'il ment, donc il va continuer ses recherches. Aijin se demande comment des élèves qui sont arrivés il y a à peine 2 jours peuvent déjà en savoir autant sur lui. De leur côté, Seokju et Yoona découvrent aussi que Daeyeon s'est fait harceler pendant 200 par Gisu et Huijin. Et c'est Aijin qui a protégé sa sœur. Yoona trouve ça étrange et a l'impression que c'est trop abusé. Comment Aijin pourrait-il avoir autant de pouvoir ? Mais elle se dit aussi que si Aijin était là pour leur faire du mal, il n'attirerait pas l'attention sur lui.
Yuna se dit alors qu'il est peut-être là pour s'en prendre à Daeyeon. Comme ils ont touché beaucoup d'argent à la mort de leurs parents, c'est peut-être ça son objectif. Plus tard, Daeyeon pose justement des questions à Aijin sur ce qui s'est passé après l'accident. Il répond qu'il était très occupé et quand il dîne à la maison avec leur grand-père, Daeyeon dit qu'elle doit partir. Yuna l'a appelée, elles étaient amies à l'époque, donc elle s'en va la rejoindre. Et à partir de ce moment-là, Aijin commence à se méfier. Il va d'ailleurs en profiter pour faire des recherches sur l'entreprise SW et veut savoir pourquoi ils enquêtent sur lui. Entre-temps, Daeyeon discute avec Yuna. Elle est venue parler à Daeyeon parce que Seokju lui a ramené toutes les preuves. Des élèves du lycée où il était censé être allé témoignent qu'ils ne l'ont jamais vu à l'école et qu'il ne vivait pas à l'adresse indiquée. Yuna veut donc tout révéler à Daeyeon car elle est son amie. Mais alors qu'elle discute, Yuna voit que Daeyeon est très heureuse aux côtés de Aijin. De son côté, Aijin a décidé de sortir pour voir ce que Daeyeon faisait avec Yuna, mais Seokju arrive face à lui avant qu'il n'atteigne sa sœur. Il lui dit de ne pas faire un pas de plus. Seokju pense que Aijin est venu pour vérifier que Yuna ne lui révèle pas la vérité à son sujet. Au même moment, ils se font percuter par une voiture. Et des hommes sortent de la voiture et kidnappent Daeyeon et Yuna. Seokju et Aijin commencent à se battre et se demandent les deux où est-ce qu'ils les ont amenés. Les deux pensaient que c'était l'autre qui les avait kidnappés. Vu la réaction de Aijin, Seokju commence à penser qu'il n'est pas lié à leur enlèvement. Seokju lui dit que les gardes de l'entreprise SW sont en route pour les chercher. Mais Aijin lui dit qu'ils chercheront Yuna et qu'il retrouvera sa sœur par lui-même. Aijin se dirige alors directement chez le boss de la mafia. Arrivé chez le boss, il lui demande toutes les informations qu'il a sur cet enlèvement. Le mafieux lui répond qu'il n'a rien à voir avec eux, mais il a entendu parler de personnes qui cherchaient des entrepôts vides et du matos. Aijin donne alors son numéro au mafieux et il lui emprunte sa moto. Il se dirige directement là-bas. Seokju lui dit qu'il le rattrapera en voiture. Au même moment, une femme assez mystérieuse qu'on ne connaît pas encore apprend l'enlèvement de Yuna. Elle parle d'un grand-père et de son projet que l'on ne connaît pas encore. Mais elle a l'air d'être assez contente que Yuna meure. Assez étrange. Du côté de Daeyeon et Yuna, elles se réveillent enfin et les kidnappeurs leur disent de rester tranquilles. Yuna pense qu'ils veulent faire du chantage à son grand-père ou à l'entreprise SW. Les kidnappeurs disent qu'ils peuvent se débarrasser de Daeyeon, ils n'ont pas besoin d'elle. Mais Yuna leur dit de ne pas la toucher, sinon elle va se mordre la langue et mourir tout de suite. Le kidnappeur ne la croit pas et dit qu'elle sera incapable de suicider, mais d'un coup, du sang sort de sa bouche. Il dit donc de laisser tranquille Daeyeon. Aijin et Seokju sont enfin arrivés sur les lieux. Seokju dit d'attendre les renforts, mais Aijin dit que chaque seconde compte pour Daeyeon. Il commence donc par s'attaquer aux gardes un par un. Il les assomme discrètement sans se faire repérer. Seokju est choqué de voir à quel point il est fort. Du côté de l'entreprise SW, un homme dit que les kidnappeurs ont communiqué leur demande. Ils exigent que le projet en cours soit annulé. L'homme qui a l'air d'être le grand-père dont Yuna et l'autre femme parlaient demande quand sera en place l'équipe de sécurité. Et elle ne le sera que dans 1 heure. Mais les kidnappeurs tueront Yuna dans 1 heure si le projet n'est pas annulé. Il doit donc faire un choix et très vite. De l'autre côté, Seokju et Aijin continuent leur attaque discrète. Aijin a éliminé 9 gardes et Seokju en a éliminé 5. Pendant qu'ils discutent de l'organisation de l'enlèvement, 2 autres hommes arrivent. Ils ont remarqué que les gardes ne sont plus là, alors Aijin les assomme rapidement. Mais ils ont fait du bruit. Seokju et Aijin décident alors de se séparer. Et Seokju ajoute que quand tout sera fini, il lui présentera des excuses pour l'avoir soupçonné. Pendant qu'il courait, Aijin se retrouve face à 4 gardes qui ont l'air forts. Ils sont choqués de voir un gamin qui n'est pas Seokju ici, et Seokju justement de son côté a pu retrouver les filles. Et quand il essaye de les libérer, le chef des kidnappeurs arrive. Il a entendu que les gardes n'étaient toujours pas arrivés. Seokju commence à se battre contre le sous-chef, il arrive à le maîtriser mais son adversaire sort un couteau. Et malheureusement il parvient à le blesser avec son arme. Seokju, blessé, n'arrive même plus à se battre correctement. Et au final, il décide d'éliminer Daeyeon en même temps. Il lui lance un couteau dessus mais Yuna se met devant elle pour la protéger. Alors Seokju protège à son tour Yuna et se prend le couteau dans le corps. Quand il est au sol, Aijin arrive dans l'entrepôt. Il a réussi à vaincre les 4 gardes qui étaient sur lui. L'homme avec le couteau attaque Aijin, mais Aijin arrive à s'en désarmer rapidement. Il dit à Daeyeon de fermer les yeux. Puis, il prend le couteau de son adversaire et l'attaque avec. Seokju voit qu'il n'a pas donné un seul coup au hasard. Il a tranché ses ligaments pour qu'il ne puisse plus bouger. Le chef commence alors le combat avec Aijin. Il est choqué de voir la force qu'il a. Il est même plus fort que lui armé. Il sort son pistolet et Aijin réagit très rapidement. Il lance son couteau dans l'épaule et le chef finit au sol. Puis il redit gentiment à sa sœur de rouvrir les yeux en souriant. Daeyeon commence à pleurer et Yuna est complètement abasourdie du niveau d'Aijin. Le lendemain, Aijin attend sa sœur devant l'hôpital. C'est Yuna qui lui a recommandé d'emmener Daeyeon à l'hôpital. Peut-être qu'elle n'a pas de blessure physique, mais elle peut avoir des séquelles psychologiques. Aijin, quant à lui, va bien, il n'a que des blessures superficielles. Yuna vient leur rendre visite à l'hôpital, elle a pris en charge tous leurs frais. Ils vont ensemble également voir Seokju.
Lorsque Aijin et sa sœur partent, ils discutent de qui est Aijin. Ce qu'il a fait hier soir en battant plus de 10 hommes sans se faire repérer, puis il a battu plusieurs hommes en face à face, et au final il a même réussi à maîtriser des anciens soldats déployés à l'étranger. Le garde dit que c'est un combattant professionnel qui a subi un entraînement intensif, y a aucun doute. Et il y a un magnifique moment entre Daeyeon et Aijin, elle s'excuse pour toujours lui ramener des problèmes, mais au contraire, c'est Aijin qui la remercie. Grâce à elle, il découvre enfin réellement ce qu'est une famille. Plus tard, on revoit aussi la femme mystérieuse de tout à l'heure, elle parle de Seokju et dit qu'il aurait dû travailler pour elle. Elle pense que c'est lui qui a réussi à éliminer tous les gardes seuls hier, mais un des gardes de la femme lui dit que ce n'est pas vraiment Seokju. Ça serait un des camarades de la classe de Seokju qui aurait secouru les jeunes filles, en l'occurrence Aijin. Sauf qu'elle le croit pas. Mais quand le garde dit que même le président de l'entreprise s'est intéressé à lui, elle est choquée. Elle dit que si son grand-père s'intéresse à lui, alors c'est vrai. Cette mystérieuse femme et Yuna ont donc le même grand-père. De l'autre côté, Aijin et Daeyeon sont de retour tranquillement chez eux. Elle lui dit que si ça le dérange qu'elle le voit se battre, c'est pas un problème. Elle ajoute qu'il a fait ça pour la sauver et qu'elle ne posera plus de questions sur sa vie à l'étranger. C'est un peu comme elle qui voulait pas dire aux autres qu'elle se faisait harceler. Puis Yuna appelle Daeyeon et demande à voir Aijin. Yuna et Aijin se retrouvent un peu plus tard dans une terrasse et cette fois-ci, il y a plein de gardes autour. Elle commence par s'excuser mais Aijin lui dit qu'elle l'a déjà fait. Aijin reste un peu méfiant. Yuna ajoute qu'elle n'enquêtera plus sur lui. Elle dit qu'elle l'a fait car tous ses documents étaient faux, mais bon, Aijin n'en a rien à faire. Il dit que si c'est tout ce qu'elle a à dire, il s'en va, mais elle lui demande de lui accorder un peu plus de son temps. Son grand-père veut voir Aijin en personne. Bon, en attendant, Aijin y rentre chez lui, et sur le chemin du retour, il tombe sur un des mafieux. Le mafieux est complètement ensanglanté, il lui dit que c'est de sa faute parce qu'il s'est occupé des affaires des autres. De l'autre côté, on voit le chef des mafieux qui fait face à plein de gens. Ils sont là pour se venger de ce qu'il a fait aux députés et aux mafieux qui ont kidnappé Yuna. Plein d'hommes foncent sur lui et il arrive à les repousser. Mais vu le nombre d'hommes qu'il y a, il sait que ce sera son dernier combat. Alors qu'il est dans une situation compliquée, Aijin arrive et commence à les attaquer. Il arrive à assommer les hommes en un seul coup à chaque fois. Et il les attaque un par un même s'ils ont des battes ou viennent à plusieurs sur lui. On voit une fois de plus à quel point il est surpuissant. De son côté, le boss arrive toujours à s'en sortir, mais il s'en prend de plus en plus de coups. Il ne va probablement plus tenir longtemps. Les ennemis du boss entendent du bruit derrière eux et ce ne sont pas leurs hommes. Ils aperçoivent alors Aijin. Quand le boss demande à Aijin qu'est-ce qu'il fait là, il lui répond qu'il est venu rendre la moto. Les ennemis disent à leurs hommes de tuer Aijin, mais leur boss leur répond que c'est pas à eux de décider. Le seul homme qui choisira qui meurt aujourd'hui est Aijin. Ils recommencent à se battre, Aijin s'occupe des hommes et de l'autre côté, le boss s'attaque à leur chef. À la fin du combat, on voit tout le monde au sol. Aijin et le boss les ont tous vaincus. Puis Aijin dit qu'ils sont quittes maintenant. On voit justement le lendemain le boss de la mafia avec son garde. Ils sont tous les deux à l'hôpital et ils expliquent comment Aijin les a sauvés. Un peu plus tard, on voit Aijin et ses potes qui jouent au foot. Il prend le ballon avec la main. Autant dire que quand il était à la guerre, il avait pas trop le temps de s'amuser, donc il connaît même pas les règles. Et ses amis lui proposent également de venir jouer au cybercafé après les cours. Aijin leur dit de déjà y aller et qu'il les rejoindra. Il doit d'abord raccompagner sa sœur. Et pendant qu'ils discutent, la femme mystérieuse de tout à l'heure interpelle Aijin et Daeyeon. Elle dit qu'elle est la cousine de Yuna. Elle lui propose de dîner ensemble, mais Aijin l'ignore complètement. Il agit comme si elle était pas là. Pendant ce temps, au cybercafé, Yeong-chan s'est fait bousculer par un autre lycéen. Son ami en survêtement orange le repousse et il lui dit de le laisser tranquille. Le gars part mais revient plus tard avec son équipe du lycée. Ils vont dehors et commencent à se battre. Les deux amis d'Aijin sont plutôt forts contre les voyous de l'autre lycée. Même Yeong-chan commence à se battre avec eux alors qu'il a peur. Et au final, ils arrivent à les battre. Aijin arrive et cherche les gars mais les trouve pas. Quand ils reviennent, ils disent à Aijin qu'il a loupé leur bagarre. Mais alors qu'ils rentrent dans le cybercafé, ils voient plein d'autres gars de l'autre lycée au sol. Ils sont choqués de voir tous ces gars-là assommés. Et Aijin leur dit qu'en fait, ils l'ont attaqué quand ils ont vu son uniforme, donc il s'est défendu. Encore une fois, ses amis ne savaient pas quoi dire, mais ils commençaient à être habitués. Ensuite, ils passent tous un bon moment ensemble, et la situation de Yeong-chan a rappelé des souvenirs à Aijin. Il se souvient d'un moment où des soldats voulaient lui voler sa nourriture. Il ne s'était pas laissé faire et les avait tous combattus. On voit comment au fil du temps, il est devenu aussi fort. De l'autre côté, on voit Yuna qui va voir sa cousine nommée Ji-yae et qui a l'air très énervée. Elle lui demande pourquoi elle enquête sur Aijin, et Ji-yae répond que Yuna aussi enquêtait sur lui. Elle lui dit que son dossier est quand même entièrement faux, donc elle doit connaître la vérité sur lui. Elle propose même à Yuna de découvrir qui il est vraiment, mais elle refuse. Pour Yuna, Aijin l'a sauvé et c'est suffisant. Ji-yae reçoit justement un appel d'une personne haut placée pour lui donner les informations cachées sur Aijin.
Mais au lieu de lui révéler la vérité, la personne au téléphone dit qu'elle ne doit plus jamais enquêter sur Hyjin. Et c'est un ordre. Il lui dit simplement que l'entreprise SW n'a pas à s'inquiéter d'Hyjin. Ils sont tous étonnés dans la pièce car d'habitude tous leurs caprices sont acceptés. Cette fois-ci, ils ont vraiment l'impression d'être face à quelqu'un de très puissant. Quelques jours plus tard, au lycée, le PDG de SW vient à la rencontre d'Hyjin. Il lui présente ses excuses, mais comme Yuna, Hyjin lui dit qu'il a d'autres choses à faire. Alors le PDG lui demande directement s'il veut être le garde du corps de Yuna, mais Hyjin dit qu'il est un simple lycéen ordinaire. Le PDG ajoute que Seokju ne veut plus ce rôle car il ne se sent plus légitime. Mais Hyjin dit qu'il ne pense pas pouvoir assumer cette responsabilité. Le président lui dit qu'il n'est pas là que pour ça. Il le remercie pour ce qu'Hyjin a fait il y a 3 ans. Hyjin est choqué quand il entend ça. Le président lui dit que grâce à lui, il a pu rester auprès de son fils pendant ses derniers instants. Hyjin dit que c'était une simple mission, mais le président répond que personne ne voulait la faire. Il y avait beaucoup trop de risques. Et son fils lui parlait souvent de Hyjin. Hyjin fait alors le lien et remarque que le fils dont parle le président est le père de Yuna. Alors il dit qu'il ne pourra pas assurer une protection complète. Cependant, il ne restera pas indifférent si elle est en danger. Le président dit alors que c'est amplement suffisant. Et il y a une dernière chose pour le président. Il veut connaître l'avis d'Hyjin sur le niveau des gardes car ils deviennent arrogants. On voit Hyjin soupirer et on le revoit un peu plus tard en classe. Hyjin a alors des souvenirs de sa mission. Il se dit que le fils du président est finalement mort. Cette mission était une mission d'escorte pour protéger le père de Yuna. Ils allaient dans un village en tant que bénévoles pour faire des constructions dans un village pauvre. Le père de Yuna prenait soin de Hyjin et lui donnait souvent de la nourriture et des médicaments. Quand Hyjin lui demandait pourquoi il prenait autant soin de lui, il répond qu'il a une fille de son âge et qu'il lui faisait penser à elle. Bien sûr, il parlait de Yuna. Mais Hyjin doit partir sur une autre mission et ce n'est que plus tard qu'il apprend que cet homme a été kidnappé au village. C'est donc à ce moment-là qu'Hyjin est allé sauver le père de Yuna, mais il est malheureusement quand même mort. D'ailleurs, au même moment, Yuna lui a proposé une invitation. Elle pensait qu'il allait refuser, mais finalement, il accepte. Un des gardes informe également Ji-ae que Hyjin va leur rendre visite. On voit dans un flashback le PDG qui dit à Hyjin de passer du temps avec l'équipe de garde et de lui dire ce qu'il en pense. En fait, Hyjin est tellement fort que le PDG veut qu'il vérifie le niveau de leur garde. Comme ils se font souvent attaquer, c'est excellent d'avoir l'avis d'un expert comme Hyjin. On le voit alors dans les vestiaires en train de se changer. Seokju lui dit que ça ne lui ressemble pas, mais Hyjin répond qu'il voulait essayer d'être garde du corps. Bien sûr, il ne va révéler sa mission secrète à personne. Il fait semblant d'être un garde du corps comme les autres. Seokju lui explique alors qu'Hyjin va suivre l'équipe 2, et Seokju fait partie de l'équipe 3. L'équipe 3 s'occupe de Yuna, tandis que l'équipe 2 s'occupe plutôt de Ji-ae et de ses parents. L'entraînement commence et Yuna, Seokju et Ji-ae observent l'équipe 2 et Hyjin. Dès le début, on voit directement que les autres se fatiguent, alors que Hyjin, lui, n'a pas trop de difficultés. Tout le monde est choqué de voir l'écart de niveau. À un moment, un des gardes propose un combat d'entraînement pour tester Hyjin et il accepte. Tout le monde dit aux gardes de faire doucement, il vient des forces spéciales donc ils ont peur qu'il blesse Hyjin. Le combat commence. Le garde donne toute sa force mais Hyjin esquive. Puis il met un premier coup et l'enchaîne avec un second coup de genou dans le visage. Le garde est assommé, il laisse tout le monde bouche bée dans la salle. Un deuxième garde veut également combattre après avoir vu le premier. Hyjin est toujours partant et cette fois-ci, il va se battre contre le plus fort de l'équipe 2. Tout le monde est sûr que maintenant, le combat va être à sens unique. Et quand le combat commence, ils s'échangent des coups, ils sont à peu près au même niveau, mais Hyjin attaque d'un coup son genou. Et ensuite, il arrive à lui mettre un autre coup dans la gorge et l'homme tombe. Tout le monde est encore étonné du niveau d'Hyjin. Il propose même aux autres s'ils veulent encore combattre, mais personne n'accepte. Ji-ae intervient alors. Elle lui dit qu'il a les compétences pour faire partie de l'équipe 2. Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Elle lui dit qu'il devra la suivre pendant ses déplacements. Et Hyjin va mettre son costume et il a un charisme de fou. On le retrouve alors dans la voiture de Ji-ae, il commence sa mission d'observation des gardes du corps en même temps. Ji-ae discute un peu avec lui, mais Hyjin ne répond rien de particulier. Il continue à dire qu'il est garde du corps pour la première fois et qu'il s'est entraîné dans son ancien quartier. Mais il remplit son rôle de garde du corps à la perfection. Il est resté debout des heures sans bouger le moindre muscle. Lorsqu'ils sont sur le chemin du retour, un conducteur ivre fait un accident avec leur voiture. Mais Hyjin a su réagir très rapidement et protéger Ji-ae. Elle lui dit d'aller à l'hôpital, mais Hyjin répond qu'elle devrait plutôt commencer par mettre sa ceinture de sécurité. Le lendemain matin, Hyjin et Daeyeon discutent. Ils se disent qu'ils devraient aller rendre visite à leur grand-père au travail.
Leur grand-père travaille à l'hôpital. Quand ils arrivent chez lui, il l'aide à ranger les poubelles. Au même moment, le boss de la mafia et son collègue sortent enfin de l'hôpital et il reconnaît le grand-père d'Aijin maintenant qu'il le voit avec lui. Le boss voit pour la première fois de sa vie Aijin sourire et il savait même pas qu'il pouvait être comme ça. Aijin continue sa vie tranquillement de son côté, il fait les entraînements avec plusieurs équipes de garde du corps, il discute d'ailleurs avec Seokju à propos de son poste du garde du corps de Yuna, mais il dit que dans tous les cas, il n'était pas garde du corps officiel. Il l'aidait car les gens disaient qu'il était talentueux, mais depuis qu'elle s'est faite kidnapper à cause de son incompétence, il ne veut plus ce poste. Yuna lui propose alors de venir manger en même temps qu'il assure sa protection, mais elle lui demande de ne pas être comme avec sa cousine. Yuna ne travaille pas, donc elle lui demande juste d'être naturelle avec elle. Elle parle avec lui de manière très amicale. Seokju dit carrément qu'il la voit rarement être comme ça. Aijin a des souvenirs avec son père pendant qu'il est avec elle. Il se souvient de sa mission où il était le seul à être allé. Son père lui disait de l'abandonner parce que dans tous les cas, il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Il demande alors à Yuna de parler tout seul. Seokju s'en va, puis il dit le nom de son père. In-kuk Shin. Il lui demande comment il l'était. Elle lui dit qu'il était souvent à l'étranger et qu'il n'était pas très proche. Il avait aussi une maladie donc il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Et quand elle a appris qu'il allait mourir, elle a fait le trajet jusqu'à lui. Mais il est mort pendant que Yuna était sur le chemin. Aijin se souvient d'In-kuk qui lui racontait pourquoi il faisait tous ces voyages pour aider les autres. In-kuk disait qu'il doit tout donner à ses enfants pauvres. Sinon, il ne pourrait plus jamais revoir sa fille en face. Il sait qu'il a fait beaucoup de mal à Yuna et voulait passer plus de temps avec elle. Aijin dit alors à Yuna que son père travaillait beaucoup pour la revoir. Yuna demande à Aijin qu'est-ce qu'il raconte. Et il lui répond alors que maintenant, il va lui dire quelle est sa mission. Donc il lui dit que son père voulait la revoir avant de mourir et qu'il est sincèrement désolé de ne pas avoir pu le faire. Aijin à l'époque lui disait de survivre et de le faire par lui-même, mais In-kuk lui avait répondu que même s'il restait en vie, il voulait que Aijin aille le dire à sa fille en face. Aijin ne comprenait pas pourquoi In-kuk insistait pour lui donner cette mission, mais maintenant c'est bon. In-kuk n'avait pas dit ça pour lui-même, il avait dit ça pour sortir Aijin de cet enfer. Aijin faisait partie des personnes que In-kuk ne pouvait pas abandonner. Ensuite, Aijin dit à Yuna qu'il ne peut rien dire de plus et s'en va. C'est bon, il a enfin accompli la mission que In-kuk lui avait donnée, et en parallèle, In-kuk avait lui aussi rempli sa mission. Il a sauvé Aijin de l'enfer de la guerre. Mais maintenant, est-ce que Aijin va pouvoir garder son passé de mercenaire secret ? Bah on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez. Et n'oubliez pas que abonnement, like et commentaire qui demandent la suite égale meilleur référencement. Et donc la prochaine vidéo arrive plus rapidement. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant je vous donne rendez-vous sur mes autres réseaux. Et sur ce, à bientôt.